Les ovnis, c'est pas une vue de l'esprit. Les ovnis, c'est quelque chose de réel. Ça nous accompagne depuis très longtemps. J'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça m'intéresse. Probablement. On a affaire à des êtres qui sont différents, qui ont des formes humanoïdes, mais qui ne sont pas forcément des êtres biologiques comme vous et moi. Tout laisse à penser qu'effectivement ça vient d'ailleurs. Ils agissent, sans savoir qui est-ce, ils agissent. On nous prend un petit peu pour des animaux dans un zoo. Les gens se sentent tombés, comme si ils passaient d'une autre dimension à notre dimension. Elle a été retrouvée 4 heures plus tard à 800 km de là. C'est quand même bizarre. Le phénomène de l'enlèvement aurait été un phénomène de conscience. Que notre conscience nous permet d'avoir accès à d'autres formes de vie que la nôtre, ça j'en suis convaincue. Bonjour les amis, on est bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin des Artistes. Alors, retour en arrière avec mon ami Georges Combe. Bonjour. Salut Georges, comment va? Ça va. Bon. Alors, pour les téléspectateurs, les 2-3 qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots dire qui tu es, ton parcours et puis surtout comment t'en es arrivé là? Arrivé où? Ce que tu fais. Ah oui, d'accord, alors. Oh là là, mais c'est trop long. Non, en 2-3 mots, mais de toute façon... Bon, j'ai toujours voulu faire des films depuis que j'ai 15 ans. Voilà. Et... Hier donc. Hier, donc j'ai réussi à en faire quand même un petit peu. Pour le cinéma, avec Arran, en Irlande, ouais. Le dernier Atlantide, sur Berlioz, ouais. Un amour de Berlioz, il y a bien longtemps. Et puis... j'ai fait aussi des films pour la télévision, d'accord, des téléfilms, notamment un qui s'appelait Régis l'Éventreur, avec Benoît Magimel, Pierre Santini, voilà. Et puis j'ai fait aussi, c'est surtout là où j'ai trouvé mon miel, si je puis dire, des documentaires. Parce que quand on fait un documentaire, on apprend plein de choses. Et ce que j'aime, c'est apprendre des choses, et une fois que je les sais, ou que je crois les savoir, c'est les transmettre à d'autres personnes, et pour ça, donc, le documentaire est tout à fait adapté. Tout à fait, ok. Voilà. Ok, alors donc là, aujourd'hui, on se trouve pour parler de ton tout dernier film, qui s'appelle Le Temps des ovnis. Le Temps des ovnis. Qui est aussi donc un documentaire sur les ovnis, et c'est là où commencent à se poser les problèmes. Parce qu'un documentaire, théoriquement, c'est fait pour montrer le réel. Oui. Qu'il est, et documenter une situation politique, économique, géographique, etc., et qui existe. Alors que les ovnis, on ne sait pas si ça existe. Oui, c'est vrai. Donc j'ai fait un documentaire sur quelque chose qui peut-être existe, et peut-être n'existe pas, ou du moins pas comme on pense qu'elle existe. D'accord. Alors c'est quand même un film un peu particulier, parce que l'acteur principal, c'est l'OVNI. Oui. Et l'OVNI, il est absent au casting. Eh oui, on le voit pas, oui. C'est pire que Tartuffe. On ne le voit pas. Alors, il se cache. Il se cache, ouais. Alors comme dit Joël Ménard dans le film, qui est un grand ufologue qui animait la revue Lumière dans la nuit, beau titre, et qui nous a quittés il y a 15 jours, et donc je l'ai appris avec beaucoup d'émotion, eh bien les ovnis peuvent prendre, et il le dit dans le film, des apparences quotidiennes, c'est-à-dire des ovnis ont imité la Lune, ont imité des nuages, ont imité des avions,
peut-être t'ont imité. Oh, Qui sait? c'est pas possible, je suis inimitable. Voilà. Donc, comment s'y retrouver dans toute cette Ouais, histoire? bien sûr. Où est la vraie lune, où est la fausse lune? Où est le vrai soleil, où est le faux soleil? Il faut demander aux gens de Fatima s'ils ont vu le vrai soleil faire une danse dans le ciel, ou un faux soleil qui était soit réel, Ouais, mais faux, heureusement, parce qu'on ne serait pas là pour en parler Oui. si c'était le vrai, ou qui est un soleil imaginaire. d'accord. Mais ils étaient 70 000. Oui, quand Donc, même, ouais. Et donc, comment pouvons-nous expliquer ça? C'est très compliqué. C'est une bonne question. Comment t'es venue l'idée de... Comment est née cette idée dans ta tête? Je vais faire un film sur les ovnis. Ça s'est pas passé comme ça. J'imagine. C'est un ami, je connais depuis déjà une quinzaine d'années, qui lui est un spécialiste des ovnis, Daniel Robin, D'accord. qui a écrit de nombreux ouvrages sur les ovnis et qui un jour m'a dit « J'aimerais bien que tu fasses un film sur les ovnis ». D'accord. Et je lui ai dit « J'en sais rien ». J'ai hésité, je me suis dit « Oulala, je vais mettre Je le vais doigt m'embarquer dans un truc. dans un piège dont je ne sortirai pas vivant, donc je vais réserver mon jugement ». D'accord. Et puis je me suis laissé tenter. J'ai donc succombé à la tentation. Ok. Et est-ce que je suis allé en enfer? J'en sais rien. Mais en tout cas, je suis parti avec lui. Alors il m'a proposé 13 intervenants qui sont D'accord. dans le film. Donc j'ai suivi ce qu'il me proposait parce que ce n'est pas un sujet dont j'étais spécialiste. Ouais. C'était lui le spécialiste. Et donc on a fait 13 interviews de 2 heures chacune à peu près. Ce qui m'a fait une trentaine d'heures d'interviews. D'accord. Ça peut faire un très bon film, effectivement. Mais les intervenants, et je lui rends là un grand hommage, étaient très bien choisis. D'accord. Ce qui fait qu'ils s'articulaient bien les uns avec les autres. Ouais. Et j'ai pas eu beaucoup de mal à construire le récit. C'est construit tout seul. Les intervenants s'intéressaient chacun à un point particulier des ovnis. Ouais. Donc on est parti du plus simple. C'est un truc avec des tôles, des boulons, comme nos avions, mais on ne sait pas comment ça marche ni d'où ça vient, jusqu'au plus compliqué. Et le plus D'accord. compliqué, on va en parler peut-être tout à l'heure, on ne va pas dévoiler. On va pas tout dévoiler d'un coup. Voilà. Ok. Donc, au départ, tu as commencé à... Enfin, je suppose, je ne suis pas un spécialiste en cinéma, mais je suppose que tu as commencé à faire un scénario. Non. Ah, bah voilà, tout Ouais. faux. J'ai Voilà. fait aucun scénario. D'accord. J'avais simplement une masse de 30 heures d'interview. Après, il a fallu réduire ça à 1 heure pour Ouais. que ce soit visible. Ouais. Donc j'ai commencé à couper, à sélectionner, à faire se répondre les personnages. Et c'est ainsi que s'est fait le scénario. ouais, C'est-à-dire ok. que le scénario était en fait dans le casting. D'accord. J'avais plus que... Voilà. Et ça, c'était le premier piège. D'accord. Parce que Il j'avais y en a eu d'autres. un film qui faisait 1 heure, 1h10, Ouais. et qui était une émission radio. D'accord. C'est avec des gens qui causaient. Ouais. Alors après, on fait quoi? Oui, c'est une bonne question. Alors après, on attend que l'OVNI arrive pour illustrer tout ça, on pourrait attendre longtemps. Donc, il ne fallait pas faire ça. Alors, le deuxième temps, je me suis dit, il faut que j'illustre ça. Alors j'ai voulu faire quelque chose d'un peu intello. Ouais. Alors déjà, on était parti d'une émission qui avait eu lieu sur la Bible, sur l'Ancien et le Nouveau Testament, sur Arte. Il y a D'accord. déjà quelques années, qui était une émission où des gens très sérieux parlaient de la Bible et du Nouveau, de l'Ancien Testament, de Pâques, etc., devant un fond noir. Voilà. Oui. Donc on a pris le même principe, c'est-à-dire faire tous les intervenants devant un fond noir pour ne pas distraire les gens. Parce que souvent, on les voit chez eux, ce qui est très bien, mais on dit, tiens, alors qu'est-ce qu'il a dans cette bibliothèque derrière lui, ou chez lui c'est pas joli, ou là c'est joli, là il y a une jolie tapisserie, etc. Ce qui n'est pas le sujet. Non, c'est pas Donc on vraiment a le voulu sujet. être rigoureux et presque, comment on peut dire, janséniste Oula. dans cette vision des choses. Mais donc j'avais qu'une interview radio avec des visages. Ouais, d'accord. Donc il a fallu combler les trous, illustrer tout ça. Alors l'idée, mais que je disais être un peu intellectuelle, c'était de confronter ce qu'il disait avec des blocs de réalité.
quelle qu'elle soit, donc pour garder le côté documentaire. Oui, donc on va filmer la place de la Concorde, la Seine, une forêt, etc., etc. Ce qui engendre un rapport entre ce qu'on dit et ce qu'on voit. D'accord. Ce qui commence à nous amener un peu vers le sujet. Ouais. Alors ça marchait très bien, le premier quart d'heure c'était parfait, j'étais content. D'accord. Et après, en suivant la progression de ce qu'évoquaient mes intervenants, ils racontaient des choses de plus en plus extraordinaires. Ouais. Et du coup, la réalité bête et méchante, elle ne suivait plus, parce qu'elle était complètement ordinaire. Tout à fait. Donc on était frustrés. Et je me suis dit, ça, on ne peut pas tenir une heure et quart comme ça. Donc il va falloir aller chercher autre chose pour être à la hauteur de ce qu'ils nous racontent. Ouais. Ils nous racontent qu'ils viennent de très loin, que c'est des appareils extraordinaires qui font des pirouettes et qui apparaissent, qui disparaissent, qui même enlèvent des gens, enfin, etc. Oui, tout ce qu'on entend sur les ovnis. Voilà. Oui. Donc, comment illustrer ça? Je me suis dit, il n'existe pas ou peu de fonds d'images d'archives pour illustrer tout ça. Ouais. Ou alors c'est très vilain. C'est normal, les gens ils voient ça et ils filment ça avec leur portable ou une caméra qui bouge et c'est tout flou et c'est pas probant du tout. Puis après on dit que c'est des faux, que c'est des... Voilà. Donc c'est une supercherie et ça pourrit le sujet des ovnis qui n'est pas une supercherie, affirmons-le tout de suite. Donc il a fallu trouver des images qui ne soient pas des supercheries et puis aussi qui soient belles à voir. Oui. Parce que je voulais éviter de faire un film vilain, si je puis dire. Vilain à voir, moche, ou trash. C'est plus joli de dire trash. On voit souvent à la télévision des émissions trash. Alors c'est fait un peu exprès pour faire passer les archives, les vraies archives qui sont trash elles-mêmes. Oui, tout à fait. Donc on garde une unité. Mais je voulais au contraire élever l'aspect esthétique du film. Tous mes personnages sur un fond noir, d'où mes plans de réalité ordinaires bien cadrés, avec une lumière crépusculaire ou autre qui soit agréable à voir, mais qui ne suffisait pas. Donc, pour nous embarquer dans cette histoire, on a eu recours aux images de synthèse, c'est-à-dire à la réalité virtuelle. D'accord. Alors cette idée m'a été soufflée en fait par le dernier intervenant du film, qui est Philippe Solal, un philosophe, épistémologue, c'est-à-dire spécialiste de la philosophie des sciences, qui, pour lui, les ovnis avaient un rapport étroit avec l'informatique et les jeux vidéo. D'accord. Qui sont un univers virtuel. Oui, complètement. Et donc, les ovnis, du coup, nous parlent de notre réalité virtuelle, enfin, envahie par la virtualité, si je puis dire. On peut dire ça. On reste réel, là on est bien réel. Complètement, oui. Mais on va devenir virtuel dans la caméra qui est là. Voilà, en pixels, comme on dit. Et après, tu feras ça dans un montage virtuel. Complètement virtuel. Et on pourrait même nous recréer en image de synthèse virtuellement. Alors là, ça, je te le sous-traite alors, parce que moi je sais pas. Oui, parce qu'il va falloir prendre chaque poil de ta barbe et le planter dans un visage. Ah, d'accord. Eh ben oui. Ouh là là. Chaque cheveu, chaque cil, chaque sourcil. Et là, ça devient un vrai casse-tête chinois, si je puis dire. Mais c'est faisable. Hein. Oui, si on a une équipe de 10 infographistes qui font ça, et puis il y a des logiciels, il y a des métiers, les spécialistes en infographie, des spécialistes d'explosion, qui ne font que des explosions, des spécialistes des costumes, qui font que des costumes, des spécialistes du maquillage, parce qu'il va falloir trouver une carnation qui soit cohérente, qui ne paraisse pas comme un cadavre ou comme un musée de cire, un personnage en cire, etc., etc. Et que les yeux ils bougent comme il faut, et tout et tout. Donc ça devient extraordinairement compliqué. C'est une usine à gaz. Et là, on a mis les doigts dans l'usine à gaz. Ce que je dis dans le film, on a mis les doigts dans une réalité virtuelle, dans les ordinateurs, avec nos mains. On est sur le clavier, mais les mains sont happées par le clavier, et on met les doigts dans des logiciels, des ordinateurs, et ça devient très compliqué. Mais on a essayé d'être simple quand même, parce que c'est un film, ça va sans dire, que j'ai autoproduit. Donc en totale liberté, mais limité par mes ressources financières quand même, qui étaient modestes, je le dis tout de suite. Voilà, alors on a donc 3 éléments qui ont constitué le film, des interviews,
des images de la réalité du monde, la plus belle possible, si possible, mais du monde ordinaire, et un monde virtuel qui nous évoque ce que racontent les intervenants sur les ovnis. C'est-à-dire les appareils, les facéties qu'ils font et les problèmes qu'ils posent. D'accord. Alors ça marche comment? Alors moi le virtuel c'est pas trop mon truc, mais ça marche comment? Tu pars d'une idée pour aller vers une image? Ou tu pars d'un truc réel que tu transformes? Alors c'est un peu simple ce que je vais dire, mais soyons simples. Ben, quand quelqu'un parle de quelque chose, c'est bien, si on peut l'illustrer, c'est bien qu'on le voit. Oui, c'est bien. C'est sûr. Le rapport entre le mot et l'image. Voilà. Donc, quand par exemple, on parle de cyborg. Oui. À un moment, Jean-Jacques Velasco parle des cyborgs, qui sont des déductions, peut-être, d'après lui même. Une hypothèse intéressante, je ne sais pas si elle est juste, mais c'est une hypothèse très intéressante qu'un des grands savants de l'après-guerre, qui est un des grands savants de l'après-guerre, qui est John von Neumann, spécialiste de l'informatique et du début de l'intelligence artificielle, puis c'est l'inventeur de l'ordinateur, en fait. C'est l'inventeur du fait de séparer la mémoire de l'ordinateur. Avant, c'était des calculateurs, dans les années 45-50, et il a fait sortir la mémoire de l'ordinateur, ce qui est le début de l'architecture informatique. Tout à fait, Et donc John von Neumann fait le rapprochement, d'après Jean-Jacques Velasco, entre l'informatique et les ovnis, en disant que c'est peut-être des créatures robotiques, informatisées, et que dans leur cerveau, donc, il n'y a qu'un ordinateur. D'accord. Sous une apparence factice, en quelque sorte, ou de manipulation biologique. C'est-à-dire que, en fait, on rejoint le mythe de Frankenstein. Oui, d'accord, ok. Qui est évoqué dans le mythe ou du golem. Oui. C'est le mythe aussi. C'est encore plus vieux. Voilà. Donc, là aussi, c'est intéressant parce qu'on est très moderne, mais on fait des rapprochements avec des choses très anciennes, tout à fait. comme le grand roman de Mary Shelley, Frankenstein. Tout à fait. Et ce qui est encore plus drôle, et je puis dire, c'est qu'en allant chercher dans ces romans anciens ou ces mythes anciens, on fait des rapprochements avec le cinéma. Parce que combien il y a eu de films sur Frankenstein? Oh là là, oui. Donc, on s'aperçoit aussi, et c'est là où ça m'a amusé, que les ovnis ont un rapport très précis avec le cinéma. Alors, d'une part sur un plan technique, par la virtualité, et par aussi la mise en scène. C'est-à-dire que les ovnis, curieusement, se mettent en scène. C'est-à-dire qu'ils soignent leur apparition, comme un acteur, comme par exemple, ça j'évoque c'est une apparition d'ovnis célèbre qui est à Valençol, en Haute-Provence, où les ovnis, un ovni apparaît au milieu d'un champ de lavande. D'accord. Et je suis allé filmer l'endroit où ça s'est passé. Bon. Et l'endroit où ça s'est passé, c'est ça qui est extraordinaire, c'est pas un endroit banal. C'est un endroit choisi. Alors par qui? Par le témoin ou par l'ovni? C'est-à-dire que c'est un plateau, un peu au-dessus de la vallée de la Durance, et dégagé, où il n'y a rien, sinon des champs de lavande. D'accord. Et là, tout d'un coup, il voit une soucoupe volante au milieu de son champ de lavande, le brave paysan, qui croit qu'on va lui piquer des lavandes, alors il n'est pas content. Et donc, il s'approche des deux créatures qui sortent de l'OVNI. Là, ça paraît délirant. Et j'ai pas osé d'ailleurs le reconstituer, parce que c'était trop difficile, je l'ai juste évoqué par le récit. Par contre, là, c'est là où la réalité m'a servi, c'est que le champ de lavande, il existe. Il suffit d'y aller début juillet quand les lavandes sont en fleurs, ce qui était le cas. Et donc, on s'aperçoit que ce décor m'a fait penser au décor de La Mort aux Trousses, la célèbre scène où Cary Grant est poursuivi par un avion. Donc un objet volant, on l'a très identifié, mais c'est le même désert avec une route toute droite. Il y a effectivement une route toute droite qui traverse le champ de lavande. Et là, on ne sait plus si on est dans la réalité ou dans un décor de film. D'accord.
mais un décor réel cette fois-ci. Mais les ovnis se mettent en scène, dans des décors réels, quelque part. Par exemple, ce que dit Joël Ménard, ce qu'on évoquait, ils vont imiter la Lune, ils vont imiter l'avion. Oui, ça c'est ce qu'on a vu. Et il se met en scène à Fatima aussi, ils vont singer le soleil, etc. etc. Donc il y a un rapport très précis entre les ovnis et le cinéma. Et c'est pour ça que dans le film, je m'amuse à faire plein de citations cinématographiques. Il y a évidemment Kubrick avec l'ordinateur, il y a Spielberg, etc. etc. Voilà. D'accord. T'as fait fi dans le film de tous les, on va dire, événements importants dont tout le monde parle, même si on ne sait pas grand-chose, comme Roswell par exemple. Oui. C'était volontaire? Oui. Alors pourquoi j'ai quand même fait une allusion à Roswell quand on voit l'espèce de créature allongée sur une table. Ça fait allusion à la fameuse dissection d'un extraterrestre qui s'avérait sans doute, on discute encore là-dessus, d'un faux film, d'une fausse extraterrestre. Mais le problème des ovnis, on arrive à des considérations plus globales, c'est que c'est un sujet, c'est pour ça que c'est un sujet piégeux. Tout est piège parce que tout est faux. Tout est vrai et on ne sait plus où on en est. C'est vrai. Et Roswell, on ne sait plus. Oui. S'il y a eu ou non des apparitions d'ovnis, capture ou non d'extraterrestres. Certains disent oui, la CIA dit non, mais qui dit la vérité dans cette histoire? Tout le monde est au courant de la fameuse zone 51. Grâce au cinéma. Entre autres. À Spielberg, etc. Et grâce aussi aux émissions télé qui... D'où le piège du cinéma qui nous piège. Donc, il faudra couper. Mais effectivement, alors si j'ai quand même... Je me suis dit, là aussi je ne voulais pas frustrer le spectateur. Donc on l'a frustré pour Valençol, on l'a frustré pour Roswell, on n'a pas reconstitué la zone 51. Par contre, il y a l'événement de Minot. Minot, c'est une base de missiles à tête nucléaire où des missiles se sont trouvés désactivés, paraît-il, avec l'apparition d'un ovni au-dessus de la base. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est une question que je me suis posée. Donc il est hors question d'avoir des films là-dessus, parce que ça n'a pas été filmé, ou si ça a été filmé, les films sont inaccessibles. Oui, bien sûr. Donc on a reconstitué la base en image de synthèse, avec un missile enterré dans son silo, et un avion, un B-52, qui tourne autour d'un ovni. D'accord. Et pour faire ça, je suis parti du rapport du pilote. Parce qu'en fait, Minot a déclassifié tous les rapports sur l'apparition de l'OVNI. Donc on a exactement suivi la façon dont il décrit l'OVNI. Et c'est sans doute vrai, parce qu'il décrit l'OVNI d'une façon invraisemblable. C'est-à-dire que c'est un œuf avec qui est doré, jaune, et un croissant plutôt verdâtre devant, et qui change de couleur. On ne peut pas inventer ça. Non, ça ne s'invente pas. Ou alors il va nous dire c'est une sphère ou un triangle ou un cigare. Mais là c'est un truc... Il avait fumé quelque chose de spécial avant, peut-être. Non, un pilote de B-52, je sais bien. Pas quand même. Non. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il décrit, j'ai pas le temps de le préciser dans le film, mais on le voit, c'est un œuf. Et décrire un ovni comme un œuf, sur un plan symbolique, sur un plan mythologique, c'est très intéressant. Bien sûr. Et avec cette espèce d'arc qui ressemble à la Lune, qui est devant. Donc on a une figure géométrique intéressante, et qui est impensable. Parce qu'en plus, ça ne peut pas voler, un œuf avec une arc de cercle devant, ça semble bizarre. Ça paraît bizarre, Donc on l'a fabriqué en synthèse pour montrer quand même un vrai cas d'apparition d'OVNI. On pourrait multiplier à l'infini, mais j'en ai mis qu'un parce que ça suffit à mon avis de voir ce... Mais souvent dans les livres de science-fiction, la forme arrondie, la sphère, l'œuf, est utilisée pour les vaisseaux spatiaux. Bien sûr, oui. Parce que c'est la figure la plus, comment ça s'appelle, où il y a le moins de prise.
au vent, mais il n'y a pas de vent dans l'atmosphère. Oui, remarque, c'est vrai qu'il n'y a pas de vent dans l'espace. C'est ça le problème. C'est vrai. Ça peut, d'ailleurs, vrai. les stations orbitales, elles ont une forme très tarabiscotée, Oui, les tout à fait. panneaux solaires, etc. Ça ne peut pas voler dans l'atmosphère, être en sustentation, en orbite. C'est vrai. Mais c'est pour la rentrée dans l'atmosphère, parce que le but quand même du voyage, entre guillemets, spatial, c'est d'atterrir quelque part quand même. Donc il faut une capsule qui, elle, aura une forme conique pour pénétrer dans l'atmosphère. C'est du bon sens. Enfin, c'est du bon sens terrestre. Oui. Maintenant, on ne sait pas. Hein. Ok, alors, je crois que là, on a déjà dit pas mal de choses sur le film. Donc moi, je vous conseille d'aller le voir. Ça sera quand même la meilleure chose à faire. On n'a pas tout dit, hein. Oui, bon. Parce que ça, c'est le film, il est en fait en deux parties. Ouais. Il y a une partie qu'on vient d'évoquer, qui sont des objets, on va dire, qui sont dans notre espace-temps. Qui peuvent laisser des traces au sol, qui peuvent être vus par un pilote d'avion, soit directement, soit sur son radar. Donc qui semble obéir quand même à nos paradigmes scientifiques actuels. Mais il y a toute une autre partie des ovnis où là, on change carrément de registre. Alors, le point de bascule, c'est notamment les fameux épisodes d'abduction. Alors, les abductions, c'est des enlèvements, où des milliers de gens, parce que c'est pas que 3 familles dans un coin, des milliers de gens, voire des millions de gens, disent avoir été enlevés par des extraterrestres. Alors soit ils roulent en voiture, puis tout d'un coup la voiture entre dans un brouillard et ils ne savent plus où ils sont, et puis il y a ce qu'on appelle un missing time, c'est-à-dire qu'il y a une absence du temps, et ils ont l'impression que pas de temps s'est passé alors qu'il s'est passé plusieurs heures. Et ils ne savent pas ce qui leur est arrivé. Donc pour savoir ça, la seule façon, c'est d'avoir recours à l'hypnose. C'est évoqué dans le film. Donc, alors après, est-ce que c'est l'hypnotiseur qui va suggérer des choses à l'hypnotisé, ou est-ce qu'il va simplement accoucher l'hypnotisé de ce dont il ne se souvient pas? C'est une bonne question. Qui n'est pas résolue. Qui n'est pas résolue du tout. On est d'accord. Est-ce que l'hypnotiseur va se projeter? Enfin, alors, toutes les histoires de John Mack aux États-Unis, mais toujours est-il que, du coup, le phénomène OVNI a un rapport avec le fonctionnement de la conscience et de l'inconscient. Et de l'inconscient, oui. Alors le docteur Freud, je ne l'ai pas évoqué dans le film parce que ça aurait rallongé, puis c'est évident, serait content. Parce que les gens qui se souviennent de leur séjour dans les soucoupes volantes disent qu'ils ont eu des créatures bizarres, qui leur a fait des examens sexuels. Soit des prélèvements de sperme, soit d'ovules. Alors là, docteur Freud, ses fantasmes sexuels, évidemment, et il est content. Mais, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. On n'a pas dit grand-chose. On a dit soit que c'était du délire, qui relève de la psychiatrie légère, mais qui peut engendrer aussi des syndromes, des pathologies lourdes, voilà. Soit c'est vrai. Alors si c'est vrai... À quoi ça sert? Alors... Si c'est vrai, ça va très loin cette histoire. C'est-à-dire que les ovnis font de la manipulation génétique. Ça, c'est possible. Et ils prélèvent, ils s'intéressent aux organes génitaux, non pas par obsession sexuelle, mais pour savoir comment les hommes font pour se reproduire, et les femmes. Voilà. Et donc là, on a un point très important. C'est une scène que je n'ai pas mise dans le film, qui a été racontée par un des intervenants, qui est Fabrice Bonvin. C'est extraordinaire d'ailleurs, je peux la raconter. Ça prend un tout petit peu de temps, mais il faut la raconter. Fabrice Bonvin, dans son interview, donc, il nous parlait des abductions, etc., nous dit qu'il rencontrait quelqu'un qui disait avoir été abducté très souvent, qui était emmené dans une soucoupe volante, et qui là était abducté pour une raison bien précise, c'est-à-dire pour donner de l'affection, de la tendresse, à des êtres hybrides que les aliens avaient fabriqués dans des éprouvettes.
et que ces êtres humains, hybrides, peut-être avec des croisements avec leur propre système génital, j'en sais rien, eh bien mouraient parce qu'il manquait de tendresse et que les aliens n'étaient pas capables de leur donner de la tendresse. Et cette dame avait été choisie pour leur donner un peu de tendresse. Je me suis dit, je ne peux pas monter ça. Parce que si je raconte ça, les gens vont partir en claquant la porte. D'accord. Donc je l'ai pas... Sauf que, il y a 3 mois, je rencontre un ami que je connaissais un peu, mais pas vraiment, et on mange ensemble. Voilà. Et je lui parle du film sur les ovnis que j'étais en train de faire, et il me dit, je connais une dame qui est ma cousine, qui dit être abductée et aller dans des soucoupes volantes pour donner de la tendresse aux hybrides. D'accord. Alors, j'ai dit, mais cette dame, elle est où? Et il me dit où elle est. Et c'était la même dame la même expérience et la même dame, la même situation que racontait Fabrice Bonvin dans son interview. Et il terminait son interview, Fabrice Bonvin, parce que j'avais l'air incrédule évidemment, il me dit, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez la rencontrer, elle est très gentille et elle vous racontera elle-même de tout ça. Et donc théoriquement, dans les semaines qui viennent, si cette dame vient dans notre région, parce qu'elle n'habite pas la région lyonnaise où je suis, et si elle vient, ben, je devrais la rencontrer, déjeuner avec elle et elle me racontera tout. Et il m'a dit, donc cet ami m'a dit, c'est ma cousine, et je te jure, c'est quelqu'un de très sérieux, de très posé, qui n'est pas du tout obsédé, folle allié, etc. Au contraire. Donc il va y avoir une suite au film alors. Non, mais pour moi, ce serait intéressant parce que mais pourquoi ça pas montre. Oui, mais après, il faudrait faire des films après on fait Alien Theory. Hein. Oui, d'accord. Voilà, mais. Disons que ça, c'était pas reconstructible en image de synthèse. C'est trop... Parce que ça engendre le fait, qui est tout de suite repris par Ludovic Chapier dans le film, que l'idée c'est que les extraterrestres viennent nous remplacer sur Terre, en modifiant les hommes. D'accord. Ce qui est une hypothèse. Je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est une hypothèse. Là, qui est très flippante. Là, on va se faire rattraper par tous les gens qui nous parlent, et là, il n'y a pas besoin d'extraterrestres, du grand remplacement. Voilà. Alors, ça, c'est une belle perche que tu me tends, parce que, en fait, le problème OVNI, il nous parle du cinéma, et il nous parle aussi de nos problèmes scientifiques, avec la robotique, l'informatique, l'intelligence artificielle, et des problèmes sociologiques et politiques qu'on vit actuellement. Oui, tout à fait. Et donc, alors, est-ce que les ovnis sont notre miroir? Est-ce qu'ils sont un miroir, mais qui est indépendant de nous, mais qui nous renvoie quelque part notre futur? Ou est-ce que c'est nous qui créons les ovnis pour qu'ils nous renvoient ce que nous sommes ou ce que nous allons être? Là, ça devient très compliqué. La question est posée. C'est pour ça qu'après, la seule façon d'avancer, une fois qu'on en est là, dans le film et dans la réflexion, c'est de faire appel à des philosophes. Puisque c'est un problème philosophique. On est bien d'accord. Où sommes-nous? Qui sommes-nous? D'où venons-vous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Où vais-je? Où cours-je? Dans quelle étagère? Oui, ben oui. C'est dans les étagères des ovnis avec les bocaux. Mais on voit ça dans les films américains. Oui, non, c'est pas une histoire. Tout à fait. Alors, est-ce que les films américains inventent des trucs pour faire du spectaculaire? Ou est-ce qu'ils s'appuient sur des témoignages et qu'ils illustrent avec des moyens à eux qui sont bien plus grands que les miens, des phénomènes qui sont réels? C'est très compliqué cette histoire. Et du coup, c'est le sujet du film. C'est qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que le passé, le présent, le futur? Moi, je suis un grand amateur de science-fiction. Oui. Depuis que je suis tout petit, je lis des bouquins de science-fiction. Pas moi. Et je lisais quand j'étais gamin des histoires incroyables au niveau technologique et autres, qui, des dizaines d'années plus tard, sont actuelles. D'où l'hypothèse que les ovnis viennent de chez nous, mais d'un futur, et qui viennent, ils voyagent dans le temps, et ils viennent nous montrer des images de notre futur. Voilà. Potentiel. Potentiel. Ou pas.
D'où l'idée aussi qui termine, enfin, la dernière grande séquence spectaculaire, c'est l'idée de la bibliothèque. Ouais, c'est sûr. Parce qu'une bibliothèque, par définition, c'est hors du temps. Il y a des livres du passé, des livres du présent et des livres de science-fiction. Tout à fait. On est dans les trois registres. Tout à fait. Et tout se passe comme si les ovnis prenaient un livre ou un schéma informatique ou une information, pour être plus concret, plus précis, et réalisaient dans un espace virtuel ou réel, ou entre les deux, ce qu'on pourrait appeler l'imaginal, qu'un philosophe comme Henri Corbin. On va aborder une autre phase, c'est, puisqu'on parle de futur, on va parler du futur. Les projets de Georges Combe, c'est quoi? Alors, est-ce qu'on a fait le tour déjà du présent et des ovnis? C'est parce qu'un film, il y a un projet, il y a une réalisation, c'est-à-dire qu'on va rendre réel ce qui était virtuel, ça rejoint un peu les ovnis. Tout à fait. Donc le film, c'est une réalisation, et cette réalisation, elle va vivre parmi les spectateurs, parmi les critiques de films. Et là, c'est ce que je suis en train de vivre actuellement. C'est intéressant parce que je m'aperçois à un stade que je n'avais pas imaginé. Donc il fallait que le film soit fini et qu'il sorte pour que je me rende compte que les ovnis, c'est un sujet extrêmement dérangeant. Ah, ça, oui. Et qui peut enchaîner même de la violence verbale, selon-nous. Mais beaucoup de gens pensent que c'est des âneries, des stupidités sans nom, et que s'intéresser à un sujet pareil... Ceux qui y croient, ce sont des allumés. Oui, ou des stupides, ou des idiots, et ceux qui en parlent ou qui écrivent dessus, c'est des charlatans et des gogoles. Donc, non, parce que dans le film, j'ai voulu essayer d'élever le débat. On a quand même des ingénieurs CNRS, des scientifiques, des philosophes, etc. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait une telle résistance. D'accord. À la fois d'une certaine partie du public, heureusement pas tout le public, et surtout des autorités, au sens large du terme. C'est-à-dire... Tu as rencontré des difficultés avec les autorités? Avec ce qu'on appelle la pensée unique, qui fait autorité, si je puis dire. Oui, on peut pensée dire unique, ça, la pensée unique, elle n'aime pas les ovnis. Ça, je peux le certifier. D'accord. Ça dérange beaucoup la pensée unique. Et mon film dérange quelque part. Dans la mesure où j'ai essayé, non pas d'en faire un truc... un conte de fées à la Spielberg, mais d'en faire un documentaire, on revient au point de départ, faire un documentaire sur quelque chose qui n'existe pas, on ne sait pas si ça existe, c'est extrêmement dérangeant, en fait. Bien sûr. Alors si on fait un conte de fées, auquel cas tout le monde est content, le Père Noël en fait un objet, d'ailleurs c'était le thème, le Père Noël était un mot de code des astronautes qui allaient sur la Lune. Et la NASA leur avait dit, c'est ce qu'on dit, que quand vous voyez quelque chose de bizarre par votre hublot, qui est autour de votre fusée, vous nous dites que vous avez vu le Père Noël. D'accord. En rigolant, bien sûr, mais c'est pour nous un code. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais l'idée de comparer les ovnis au Père Noël, c'est une façon de désamorcer le problème. C'est vrai. Parce que le Père Noël, du coup, tout ça ne dérange personne. Ça dérange personne. Et ça fait plaisir aux enfants et aux parents. Et au commerce. Voilà. Et au commerce, bien entendu. Les ovnis, ça fait un peu plaisir au commerce, mais c'est pas vraiment... c'est pas... Ça pas, parce qu'on va... Sauf si on fait un conte de fées à la Spielberg. En quel cas, ça marche. Mais sinon... c'est un public assez restreint. Oui, tout à fait. Mais on ouvre un abîme dans l'esprit, dans notre société. Parce que, en fait, pour terminer là-dessus, sur le film, ce que j'ai découvert, c'est que les ovnis nous amènent à une certaine vision de la spiritualité. On part de la matérialité la plus technologique et la plus basique, pour arriver à des considérations quasiment métaphysiques. Et c'est ce qui est intéressant dans le film que j'ai essayé de faire, c'est ce mouvement, c'est le mouvement du film. Voilà. Donc après le futur, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, quels sont les projets? Je peux en dévoiler. Oui, c'est pour ça que je te pose la question. Oui, j'ai deux projets que je vais essayer de mener de front. Oula. Parce que il y en a un, ils sont tous les deux compliqués. D'accord. Le premier, c'est un film sur l'Irlande.
terminer là où j'ai commencé, parce qu'un des premiers films que j'ai fait, c'était sur les îles d'Aran, au bout de la baie de Galway. Et ben, ce ne sera pas un film sur les îles d'Aran, à nouveau, ce sera un film sur l'Irlande d'aujourd'hui. Et de voir, j'en sais rien, je ne suis pas allé en Irlande depuis au moins 30 ans, et de voir comment un pays qui s'est battu pendant des siècles, avec des milliers et des millions de morts, pour avoir une sorte d'identité celte. Donc déjà, les Irlandais parlent anglais, évidemment, mais quand ils se sont battus, ils ont essayé de faire une république irlandaise dont la langue officielle est le gaélique. Oui, tout à fait. Avec toute une littérature, une musique que l'on connaît, etc. Donc ils se sont battus pour avoir une sorte d'entité à la fois politique, géographique évidemment, puisque c'est une île, malheureusement coupée un peu en deux, et voir aujourd'hui ce qu'ils ont fait de ce combat, qui n'a plus lieu d'être, puisqu'ils ont leur indépendance, en partie. Mais la première chose qui s'est faite, mais je ne sais rien, ça je vais aller vérifier, c'est d'accueillir Google, Microsoft, Adobe dans leur siège européen est autour de Dublin ou à Cork, par exemple. Donc là, on est loin des druides. On est très loin des druides, oui, tout à fait. Et donc c'est voir qu'est-ce que sont devenus les druides. Ou les Gaëls. Parce qu'il y a encore les monuments qui existent. Il y a Newgrange, par exemple, c'est vieux. Il y a des dolmens, il y a des vieilles chapelles, il y a tout ce qu'il faut pour rêver. L'Irlande nous fait-elle encore rêver? Voilà un peu l'idée que... D'accord, le concept, quoi. D'accord. Alors, en dehors d'être un paradis fiscal, est-ce que ça nous fait encore rêver? D'accord. Et puis l'autre film... Alors, ça, ce film sera assez court, on fera 1h20, 1h25, je pense. L'autre, lui, sera long. C'est une série, en 10 épisodes de 40 minutes à peu près. Qui est aussi en retour aux sources. Parce que le premier film que j'ai fait de façon entièrement autonome, avec des moyens de vidéo modernes, et non pas RAN comme au cinéma et en pellicule, c'est le film sur Rennes-le-Château. Du trésor, oui bien sûr, que j'ai fait en 2002, du trésor au vertige. Oui, voilà, trésor au vertige, où en 2h10, je racontais l'histoire en gros de la Bessonnière qui a trouvé un trésor ou pas, on n'en sait rien, pas sans doute. Mais je me suis dit que ça avait débroussaillé un peu la question, mais je ne l'avais pas traitée. D'accord. Qu'elle commence là où le film s'arrête. D'accord. Mais donc maintenant... Donc là, tu vas faire... la suite. La suite, ok. Bien. Le château, le retour. Enfin, pas le retour. Oui. C'est la 2, le château 2. Et alors là, ça devient passionnant. Mais... Chose à dire. Mais justement, il faut bien 10 heures pour le dire. Et prendre son temps. Et ça ne peut pas être fait au cinéma aujourd'hui. Et ça peut être fait avec les moyens actuels de diffusion d'images. Tout à fait. Bon, bah c'est des beaux projets. Voilà. On a hâte. Bah moi aussi. On a hâte. Il faut le faire maintenant. Voilà. Ok, pour conclure, est-ce qu'il y a un message, une idée, quelque chose que tu voudrais partager avec nos téléspectateurs? Bah oui, c'est d'aller voir Le Temps des ovnis. Eh ben voilà, allez-y les amis. Alors il passe actuellement à Paris, au Saint-André-des-Arts. Il est passé à Limoux, il est passé au Canet, à côté de Perpignan, il est passé à Vichy, il est passé à Lyon. Alors je reçois des mails tous les jours. Ils disent, est-ce que le film va passer à Strasbourg, en Bretagne, à Bordeaux, à Toulouse? Donc avis tous les directeurs de salles de cinéma, contactez-moi, je viens présenter le film dans une séance spéciale. Ok, super. Bientôt un DVD? Dans l'année 2023 sans doute. D'accord, ok. Bon bah voilà. Ok, merci. Bah, écoute, merci Gérard. Merci Georges. Voilà. Chers amis, l'émission va se terminer maintenant. Bah écoutez, je vous attends dans une prochaine aventure et je vous dis à très vite. Allez, salut tout le monde. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos.
Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis, et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc, je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.